La nation la plus pécheresse. La vérité sur la vie réelle en Chine, fait choquant et documentaire de voyage. Numéro 15. La Chine, la plus grande puissance d'Asie. La Chine se situe en Asie de l'Est et se classe comme le 4e plus grand pays du monde par sa superficie totale, une échelle qui attire immédiatement l'attention mondiale. Elle possède les plus longues frontières terrestres continues de la planète, reliant 14 pays voisins à travers des montagnes, des déserts et des rivières. Au-delà de son immense territoire continental, la Chine administre également 2 régions administratives spéciales, Hong Kong et Macao, chacune fonctionnant avec son propre système juridique, sa monnaie et sa structure de passeport. Ce cadre politique rare est connu sous le nom de « un pays, deux systèmes » et il demeure unique au monde. Sur le plan géographique, le pays se déploie dans des contrastes spectaculaires, allant de l'immense plateau tibétain et du rude désert de Gobi jusqu'à la fertile plaine de Chine du Nord et au littoral subtropical humide du Sud-Est. La Chine abrite le fleuve Yangtze, le plus long fleuve d'Asie, qui traverse villes et campagnes. Le pays protège également d'immenses réseaux de grottes, de vastes lacs d'eau douce et de spectaculaires montagnes karstiques, reconnues comme merveilles naturelles par l'UNESCO. Pour les amoureux du voyage, la Chine ressemble à un monde entier condensé en une seule destination, où presque tous les grands types de paysages peuvent être découverts au cours d'un seul itinéraire. Cette diversité environnementale façonne des écosystèmes uniques, plaçant la Chine parmi les 3 pays les plus riches en biodiversité au monde. Juste derrière le Brésil et la Colombie. Plus de 34 000 espèces de plantes et environ 7 500 espèces animales prospèrent ici, dont près de 1000 espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Parmi les plus emblématiques figurent le panda géant, le tigre de Chine méridionale et le singe doré du Sichuan. Un fait climatique inhabituel est que certaines régions connaissent des écarts de température dépassant 50 degrés Celsius entre les saisons. Turpan peut dépasser 45 degrés Celsius en été, tandis que les régions du nord proches de la Mongolie peuvent descendre sous moins 40 degrés Celsius en hiver. Pourtant, qu'il fasse extrêmement chaud ou glacé, beaucoup de Chinois boivent de l'eau chaude toute l'année, guidés par la conviction que l'eau froide nuit au corps. Bien que la Chine ait perdu son statut de pays le plus peuplé du monde au profit de l'Inde en 2023, elle compte encore plus d'1,4 milliard d'habitants. Environ 92% sont des Han, aux côtés de 55 groupes ethniques minoritaires officiellement reconnus. Plusieurs conservent des traditions fascinantes. Les femmes du Long tatouaient autrefois leur visage pour éviter les enlèvements. Le peuple Dai célèbre le Nouvel An avec des éclaboussures d'eau symboliques, et les Tibétains organisent des cérémonies d'amitié sur les toits. Le mandarin est la langue officielle et la langue la plus parlée de la planète. Cependant, la Chine est aussi un véritable trésor linguistique, avec plus de 130 langues et dialectes supplémentaires. Dans certains endroits séparés seulement par une rivière, les communautés ne peuvent pas se comprendre. C'est pourquoi les programmes de télévision et les films chinois affichent presque toujours des sous-titres. Cette pratique garantit une compréhension nationale malgré les différences dialectales. Plus remarquable encore, la Chine demeure le seul pays qui utilise encore les caractères chinois comme système d'écriture principal. Certains caractères sont si complexes que même les locuteurs natifs ont du mal à les reproduire, ce qui fait du chinois l'une des langues les plus difficiles au monde. Numéro 14. Les Chinois ont même inventé le papier toilette. Alors que certaines régions du monde occidental écrivaient encore sur des peaux d'animaux, utilisaient des torches pour s'éclairer et se servaient de paille ou de bâtons en bois pour l'hygiène, la Chine ancienne développait déjà des innovations qui allaient transformer la civilisation. Discrètement, 4 inventions révolutionnaires sont nées en Orient et ont profondément marqué l'histoire mondiale. On les connaît aujourd'hui comme les 4 grandes inventions. La boussole, la poudre à canon, le papier et l'imprimerie. La poudre à canon apparaît pour la première fois au IXe siècle. Issue d'expériences accidentelles menées par des alchimistes taoïstes à la recherche de l'élixir d'immortalité. En combinant du charbon, du soufre et du salpêtre, ils ont créé un mélange capable de produire une force explosive. Au début, la poudre à canon servait principalement à fabriquer des feux d'artifice pour les rituels et les célébrations. Avec le temps, elle trouva un usage militaire limité en Chine. Cependant, après s'être diffusée vers le monde islamique, puis vers l'Europe, la poudre à canon devint un tournant décisif dans l'histoire de la guerre, transformant les stratégies militaires et l'équilibre des puissances sur plusieurs continents. La boussole, quant à elle, naquit d'une observation attentive de la nature, lorsque des érudits découvrirent que la pierre d'aimant s'alignait toujours dans une même direction. Au départ,
Cette propriété magnétique fut utilisée dans les pratiques du feng shui. Une cuillère magnétique placée sur une plaque permettait au devin de déterminer l'orientation et la direction. Durant la dynastie Song du Nord, au XIe siècle, l'instrument évolua vers une aiguille magnétique tournant librement et fut appliqué à la navigation maritime. Cela permit à la Chine d'étendre ses réseaux commerciaux vers l'Asie du Sud-Est, à travers l'océan Indien et jusqu'à l'Afrique de l'Est. Lorsque la boussole atteignit l'Europe, elle devint essentielle pour les longs voyages en mer et contribua à déclencher l'ère des grandes explorations. Pendant ce temps, le papier et l'imprimerie révolutionnaient la diffusion du savoir et de la communication. Avant l'apparition du papier, des matériaux comme les lamelles de bambou, la soie ou les tablettes de bois étaient lourds et coûteux à produire. En l'an 105 de notre ère, Kailun, de la dynastie Han, développa un premier type de papier en réduisant en pâte de l'écorce d'arbres, de vieux filets de pêche et des morceaux de tissu. Le résultat était léger et pratique, remplaçant progressivement les matériaux plus anciens dans l'administration et l'enseignement à travers l'Empire. Plus de 7 siècles plus tard, l'impression par bloc de bois permit de reproduire plus rapidement les textes et les documents officiels. Au XIe siècle, la Chine introduisit l'imprimerie à caractère mobile, une avancée que l'Europe n'atteindrait que plusieurs siècles plus tard. Alors que les scribes européens copiaient encore les Bibles à la main, la Chine imprimait déjà des milliers de livres destinés aux examens impériaux et à l'éducation dans tout le pays. Au-delà de ces 4 inventions, la Chine ancienne apporta une autre contribution surprenante, le papier toilette. Des documents du VIe siècle indiquent que les érudits évitaient d'utiliser du papier écrit pour se nettoyer, ce qui suggère que du papier spécialement destiné à cet usage existait déjà. Au XIVe siècle, sous la dynastie Yuan, le papier toilette était produit en grande quantité pour la cour impériale. Pendant ce temps, en Europe, beaucoup de personnes utilisaient encore de l'herbe, des coquillages, des morceaux de tissu ou des bâtons en bois pour l'hygiène quotidienne. Quelle invention a eu le plus grand impact sur le monde? Partagez votre opinion ci-dessous dans la section des commentaires. Numéro 13. Les femmes chinoises. Belles, confiantes et libres. Les femmes chinoises sont depuis longtemps admirées comme un symbole classique de la beauté traditionnelle de l'Orient. Beaucoup sont connus pour leur peau claire, leurs traits délicats et équilibrés, leurs yeux sombres et brillants, leurs petites lèvres gracieuses, ainsi qu'une présence à la fois douce et intelligente. Pourtant, parler de la beauté chinoise sans mentionner le Xinjiang serait incomplet. Cette région est souvent appelée le berceau des beautés dans une nation de plus d'1 milliard d'habitants. Les jeunes filles y possèdent souvent une apparence étonnante, mêlant des traits occidentaux. Une peau claire et rosée, des yeux profondément dessinés, un nez haut, des lignes du visage marquées, ainsi qu'une aura parfois fière, parfois mystérieuse. Cette fusion crée un paysage de beauté riche et fascinant à travers toute la Chine. Les traits distinctifs des femmes du Xinjiang rendent leur charme particulièrement mémorable et captivant. Si vous êtes curieux de découvrir la vie, la culture et la beauté des jeunes filles de cette région, laissez un commentaire ci-dessous. Nous continuerons à partager davantage d'histoires fascinantes sur cette terre souvent décrite comme le paradis des beautés en Chine. Explorons maintenant plus largement la personnalité des femmes chinoises. Traditionnellement, beaucoup sont perçues comme douces, attentives, tournées vers la famille et respectueuses des autres. Cependant, dans les grandes villes, une nouvelle génération apparaît. De plus en plus de jeunes femmes sont confiantes, indépendantes, franches et prêtes à relever des défis. Elles communiquent avec aisance et équilibrent douceur et détermination, créant une présence à la fois chaleureuse et subtilement mystérieuse. Dans l'amour et les rencontres, de nombreuses femmes chinoises valorisent encore la modestie et l'élégance typiques de la culture est-asiatique. La politesse, l'attention et le fait de préserver l'honneur de chacun restent importants. Lors d'un premier rendez-vous, il est courant que l'homme propose de payer, même si la femme peut suggérer poliment de partager l'addition afin d'exprimer son indépendance. Les cadeaux qu'elles apprécient le plus sont souvent simples, mais pleins de sens. Un livre préféré, des plats faits maison ou de petits souvenirs chargés d'émotions. Avec le rythme rapide de la vie urbaine moderne, les applications de rencontres sont devenues de plus en plus populaires dans des villes comme Shanghai et Pékin. Des plateformes comme Tantan, Momo et Baiyi attirent des millions d'utilisateurs, principalement âgés de 20 à 35 ans. Lorsqu'elles utilisent ces applications, beaucoup de femmes restent prudentes, attachant de l'importance à la sincérité, à l'éducation et au respect. Les attitudes impulsives ou négligentes sont rarement appréciées. Pour certaines, ces plateformes ne servent pas seulement à trouver l'amour, mais aussi à élargir leur cercle social et à favoriser les échanges culturels.
Bien que la société s'ouvre progressivement, la pression pour se marier avant 30 ans existe encore. Les femmes qui retardent le mariage sont parfois appelées sheng nu, ce qui signifie femmes restantes. Pendant les fêtes, les questions de la famille sur la vie sentimentale peuvent devenir insistantes. Pourtant, un nombre croissant de femmes choisissent avec assurance l'indépendance, en se concentrant sur leur carrière et leur développement personnel. Le mariage est désormais considéré comme un choix plutôt qu'un devoir. Cette nouvelle génération de femmes célibataires devient ainsi un symbole moderne de liberté et d'autodétermination en Chine. Numéro 12. Épouser quelqu'un qui est déjà décédé. Dans certains villages reculés du plateau tibétain, il existait autrefois une tradition inhabituelle pour choisir un mari, une pratique qui semblait étonnamment pratique pour son époque. Au lieu de se fier uniquement aux arrangements familiaux ou aux sentiments romantiques, certaines jeunes femmes étaient encouragées à mieux connaître leur partenaire potentiel à travers l'expérience réelle. Elles pouvaient passer du temps avec plusieurs hommes du village avant de décider qui pourrait devenir leur mari. Certaines femmes rencontraient seulement 2 ou 3 hommes, tandis que d'autres vivaient des relations avec beaucoup plus. Après chaque rencontre, la femme conservait un petit objet, comme un bracelet, une écharpe ou un objet personnel, afin de s'en souvenir et d'y réfléchir plus tard. Après un certain temps, elle choisissait l'homme qu'elle considérait comme le plus sain, le plus fiable et celui qui lui donnait le plus de sécurité. À une époque où la médecine était limitée, cette pratique était considérée comme une manière pratique d'évaluer la force physique et la fertilité avant le mariage. Certains récits anciens suggèrent que cette méthode aidait à réduire les problèmes de santé héréditaires dans certaines communautés. Dans le sud-ouest de la Chine, le groupe ethnique Mosuo est célèbre pour sa structure sociale matriarcale. Dans la culture Mosuo, les femmes ont l'autorité de choisir leur partenaire et de décider de l'évolution de leur relation sans obligation de mariage formel. Chaque relation existe de manière indépendante. Si une femme apprécie quelqu'un, elle peut l'inviter à lui rendre visite pendant la nuit et il retourne chez lui le matin. Le couple ne vit pas ensemble et ne se marie pas au sens traditionnel. Les enfants grandissent dans la maison de leur mère, élevés par les grands-mères, les tantes et les oncles. Les hommes restent généralement dans leur famille maternelle et aident à s'occuper des enfants de leurs sœurs. Dans la société Mosuo, l'amour et le mariage sont 2 notions distinctes. Pendant ce temps, dans la province du Yunnan, le peuple Bai célèbre un événement traditionnel lié aux anciennes relations. Il s'agit du festival Rusang Lin, organisé une fois par an pendant 3 jours. Durant ce festival, les personnes mariées peuvent rencontrer leurs anciens amours. Si les 2 ressentent encore des sentiments, ils peuvent passer du temps ensemble afin de parler des émotions restées sans réponse. Bien que cela puisse sembler controversé, l'événement ne cherche pas à encourager la trahison. Son objectif est d'aider les gens à faire face aux sentiments inachevés et à avancer dans leur vie. Une autre coutume historique en Chine s'appelle Mingun, ce qui signifie le mariage des défunts. Selon certaines croyances populaires, une personne qui meurt sans être mariée peut se sentir seule dans l'au-delà et avoir du mal à trouver la paix. Pour résoudre cela, certaines familles organisaient des cérémonies de mariage pour leur fils ou leur fille décédés. Parfois, 2 personnes décédées étaient symboliquement mariées. Dans d'autres cas, une personne vivante était mariée à quelqu'un déjà mort. Si un couple était fiancé, mais que l'un des 2 mourait avant le mariage, les familles pouvaient tout de même célébrer la cérémonie afin d'honorer la promesse et de réconforter l'esprit du défunt. Cependant, toutes les cérémonies de Mingun n'impliquaient pas un consentement réel. Certaines personnes étaient poussées par la superstition, voire trompées, pour épouser une personne décédée. Laquelle de ces coutumes vous a le plus surpris? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre avis. Numéro 11. Une capitale vieille de plus de 3000 ans. Pékin est la capitale de la Chine et l'une des plus anciennes villes d'Asie. Elle constitue non seulement le cœur politique du pays, mais aussi un centre majeur pour l'éducation, l'économie et les transports. Avec une population dépassant 21 millions d'habitants, Pékin possède une influence qui dépasse largement les frontières chinoises, façonnant aujourd'hui les tendances mondiales dans les affaires, la culture et la technologie, tout en influençant le dialogue international. L'histoire de la ville remonte à plus de 3000 ans, et elle a servi de capitale à de puissantes dynasties, notamment les Yuan, les Ming et les Qing. En se promenant dans Pékin aujourd'hui, les visiteurs peuvent encore découvrir une architecture profondément marquée par l'histoire impériale. L'exemple le plus emblématique est la Cité interdite, le plus grand complexe de palais impérial encore existant au monde. Aujourd'hui transformée en un vaste musée, elle attire chaque année des millions de visiteurs. À proximité se trouve la place Tiananmen,
le palais d'été, le temple du ciel, ainsi que certaines sections de la Grande Muraille, dont beaucoup sont reconnus comme sites du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Au-delà de sa splendeur ancienne, Pékin impressionne par sa modernisation rapide et son immense puissance économique. En 2023, le produit intérieur brut de la ville a dépassé 634 milliards de dollars américains, surpassant la production totale de pays tels que la Malaisie, l'Argentine et la Thaïlande. Le revenu annuel moyen par habitant approche 30 000 dollars américains, plaçant Pékin parmi les villes ayant un niveau de vie relativement élevé. La ville abrite également de nombreux milliardaires chinois, dont Zhang Yiming, fondateur de ByteDance, l'entreprise à l'origine de TikTok. Pékin n'est pas seulement une puissance économique, mais aussi le centre académique de la Chine. Elle accueille deux des universités les plus prestigieuses du pays, l'Université de Pékin et l'Université Tsinghua, toutes deux reconnues mondialement pour leur recherche, leurs innovations et leur excellence académique. Le développement des infrastructures est tout aussi remarquable. Le réseau de métro s'étend sur plus de 800 km et transporte chaque jour plus de 10 millions de passagers. Les trains à grande vitesse relient Pékin à Tianjin en seulement 30 minutes, illustrant les technologies avancées du pays en matière de transport et d'ingénierie. Pékin est la première et la seule ville de l'histoire à avoir accueilli à la fois les Jeux olympiques d'été et les Jeux olympiques d'hiver. L'un des symboles de ces événements est le stade du Nid d'Oiseau, situé près du centre-ville. Achevé en 2008, son ossature d'acier s'entrelace comme un immense nid, créant l'un des designs de stades modernes les plus reconnaissables au monde. Le site continue d'accueillir des événements internationaux et attire des touristes fascinés par sa combinaison audacieuse d'esthétique et d'ingénierie. Parallèlement à la modernisation, Pékin préserve un écosystème culturel vibrant. L'opéra de Pékin constitue une forme d'art traditionnel emblématique autrefois privilégiée dans les cours impériales. Ce style de spectacle mêle chant, jeu théâtral, danse et arts martiaux, et se distingue par ses costumes élaborés et ses mouvements stylisés. Aujourd'hui, l'opéra de Pékin demeure actif dans les grands théâtres, perpétuant un héritage qui façonne la vie culturelle chinoise depuis des siècles dans tout le pays et inspire les jeunes générations. Numéro 10. La ville qui ne dort jamais. À Pékin, la nuit ne marque pas la fin de la journée, mais le début d'un rythme totalement différent. Lorsque l'obscurité tombe, la ville entre dans une autre dimension, plus lumineuse, plus animée et plus électrique que jamais. Après 22 heures, des quartiers comme Huhai et Dongjimen commencent à se remplir de flots de personnes sortant pour manger, se détendre, se promener le long des lacs ou retrouver des amis après de longues heures de travail. Les rues de nourriture de trottoir deviennent rapidement des couloirs bondés de saveurs et de sons. Bars, salons, boutiques de desserts et supérettes ouvertes toute la nuit se transforment en véritables points de rencontre pour les habitants de la ville. Dans certains quartiers, l'énergie nocturne dépasse même l'intensité de l'heure de pointe en journée, tandis que les néons se reflètent à la fois sur les tours de verre modernes et sur les anciens murs des hutongs. Ce qui distingue réellement la vie nocturne de Pékin, c'est qu'elle n'est ni aléatoire ni chaotique. Elle a évolué en un mode de vie culturel structuré. Certaines activités existent presque exclusivement après la tombée de la nuit. Les cinémas enregistrent souvent leur plus forte fréquentation entre 23h et 1h du matin. Les grandes chaînes comme CGV et Wanda proposant régulièrement des séances de minuit. Les salles de karaoké dans les districts de Chaoyang et de Dongcheng sont souvent réservées jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, surtout le week-end lorsque les groupes se réunissent pour chanter pendant des heures. Les parcs publics prennent également une nouvelle vie la nuit. Dans des lieux comme le Temple du Ciel, plusieurs groupes de danse collective s'entraînent sous un éclairage doux, attirant à la fois participants et spectateurs. Des marchés nocturnes comme Panjiayuan fonctionnent non seulement comme espaces commerciaux, mais aussi comme lieux de rencontre pour les collectionneurs d'antiquités, de peintures et d'objets rares, qui échangent des histoires et négocient des transactions bien après minuit. La nourriture reste le cœur battant de la culture nocturne de Pékin. Certaines rues de restaurants ne deviennent animées qu'après minuit. Sur la célèbre rue des Fantômes, des centaines de restaurants restent ouverts jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, servant fondue épicée, brochettes grillées, tofu fermenté, nouilles froides et bouillies nocturnes parfaitement adaptées aux noctambules. Les groupes de jeunes passent souvent du karaoké au bar puis au stand de nourriture, formant une chaîne ininterrompue de consommation nocturne. Depuis 2021, les camions-restaurants se sont multipliés autour des parcs et des places publiques, proposant petits pains cuits au four, lait de soja, patates douces rôties et collations rapides
pour les promeneurs du soir. Fait important, la vie nocturne de Pékin n'est pas réservée uniquement aux jeunes. Les habitants âgés se rassemblent tard dans les parcs pour discuter et danser. Les familles se promènent avec leurs enfants durant les nuits d'été pour échapper à la chaleur. Les passionnés de cosplay et les artistes de rue organisent des rassemblements créatifs le long des zones piétonnes. Pour ceux qui souhaitent découvrir une dimension plus secrète du monde nocturne de la ville, la rue Sanlitun Sud est incontournable. Des bars cachés se dissimulent derrière des portes de fer, dans des sous-sols ou à l'intérieur de cafés sans enseigne, ouvrant souvent vers 1 heure du matin. L'entrée peut nécessiter un mot de passe ou une recommandation, et la photographie y est généralement interdite. Chaque lieu suit ses propres règles non écrites. Certains ne servent qu'un seul cocktail signature par nuit, tandis que d'autres changent de thème musical sans aucune annonce. Curieux de découvrir davantage de bars cachés et de lieux nocturnes emblématiques à Pékin, commentez le numéro 10 et nous les révélerons dans le prochain épisode. Numéro 9. Les mendiants utilisent des codes QR pour demander de l'argent en Chine. Dans la Chine moderne, l'argent liquide a presque disparu de la vie quotidienne. Des grandes métropoles aux petites villes rurales, les habitants utilisent rarement des billets ou même des cartes de crédit. La plupart des transactions, acheter de la nourriture, faire des achats, payer des factures ou commander un trajet, sont effectuées en scannant des codes QR via Alipay ou WeChat Pay. Même les mendiants affichent des codes QR imprimés pour recevoir des dons de manière numérique, ce qui montre à quel point le paiement mobile s'est profondément intégré dans la société. Pour de nombreux visiteurs étrangers, cela paraît à la fois surprenant et peu pratique. Les portefeuilles traditionnels et les cartes bancaires internationales deviennent souvent inutiles. Sans application de paiement local, même acheter une bouteille d'eau peut devenir difficile. Les vendeurs de rue, les taxis et les petites supérettes acceptent fréquemment uniquement les paiements mobiles. Dans certaines zones très avancées, vous n'avez même plus besoin de téléphone. La technologie de reconnaissance faciale permet d'effectuer des paiements automatiquement une fois votre identité vérifiée. Cependant, cette commodité est liée à un système bien plus vaste. La Chine a installé plus de 500 millions de caméras de sécurité à travers le pays. Des villes comme Shenzhen et Chongqing sont considérées parmi les plus surveillées au monde. L'intelligence artificielle soutient ces systèmes en reconnaissant les visages, en suivant les comportements, en détectant les infractions routières, en identifiant les suspects et en améliorant l'efficacité des interventions d'urgence. Pour de nombreux citoyens chinois, cette technologie améliore la sécurité et la gestion urbaine dans des zones densément peuplées. Pour certains étrangers, cette surveillance constante peut sembler inhabituelle ou inconfortable au début. Au-delà des paiements numériques, la Chine possède également l'un des réseaux de transport les plus avancés au monde. Son réseau ferroviaire à grande vitesse dépasse 45 000 km de longueur, permettant de voyager à des vitesses remarquables sur de vastes distances. Le train reliant Pékin à Shanghai met environ 4 heures, circule avec ponctualité et propose des cabines propres, une connexion Wi-Fi et des sièges confortables. Les métros de Pékin, Shanghai et Guangzhou sont tout aussi impressionnants, souvent décrits comme des aéroports souterrains, en raison de leur taille et de leur conception moderne. Les écrans électroniques, la climatisation, l'éclairage, les ascenseurs et les escaliers mécaniques fonctionnent efficacement, avec très peu de retard ou d'encombrement pendant les heures de pointe. La Chine construit également des voies ferrées surélevées et d'immenses ponts maritimes reliant les grandes villes et les zones économiques. À ce rythme de développement, la Chine continue d'établir de nouvelles références mondiales en matière d'infrastructure, d'urbanisme et d'innovation technologique. Numéro 8. Le plus grand pays producteur de thé au monde. La Chine est largement reconnue comme le berceau de la culture du thé et demeure la principale puissance mondiale dans la production de thé. Contribuant à plus de 40% de la production mondiale, la Chine domine non seulement en volume, mais se classe aussi comme le plus grand exportateur de thé au monde, générant chaque année des milliards de dollars américains grâce à ses petites feuilles pourtant puissantes. En 2023 seulement, l'industrie du thé a contribué à hauteur d'environ 320 milliards de yuan à l'économie nationale, soit plus de 40 milliards de dollars américains, créant des emplois pour des millions de travailleurs ruraux dans de vastes régions. Des provinces comme le Fujian, le Yunnan, le Zhejiang et le Hunan sont considérées comme le cœur de la production de thé chinois. Elles produisent la majorité de la production nationale et abritent des marques de thé renommées à l'international. Le Fujian, en particulier, se distingue non seulement comme une grande région de culture du thé, mais aussi comme un leader en valeur d'exportation,
notamment grâce à ses variétés premium d'oolong. Alors, qu'est-ce qui a fait de la Chine la puissance mondiale du thé? La réponse commence par la géographie et le climat. De vastes zones de la Chine bénéficient d'un air humide, de températures douces et de fréquents brouillards de montagne. Ces conditions naturelles créent l'environnement idéal pour cultiver des bourgeons de thé délicats. Les jardins de thé sont souvent situés à des altitudes allant de quelques centaines à plusieurs milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer. Les différences d'altitude, de composition du sol et de microclimat produisent des saveurs et des arômes uniques. Ces variations subtiles donnent au thé chinois une profondeur et une diversité que peu d'autres pays peuvent reproduire facilement. Pourtant, la domination mondiale de la Chine ne repose pas seulement sur des conditions favorables ou une production massive. Elle est également enracinée dans une variété extraordinaire. Comparée à d'autres nations exportatrices de thé comme l'Inde, le Sri Lanka ou le Kenya, la Chine offre un éventail de thé inégalé. Des thés verts, noirs et oolong aux variétés fermentées comme le pu'erh, la sélection reflète des siècles de perfectionnement et de savoir-faire artisanal. Certains gâteaux de pu'erh vieillis sont même considérés comme des actifs d'investissement. Certains exemplaires rares se vendant à des prix extrêmement élevés lors de ventes aux enchères. Comme les grands vins, certains thés prennent de la valeur avec le temps. Historiquement, le thé symbolisait aussi le prestige et le statut dans la Chine impériale. Des légendes évoquent le thé vierge, supposément récolté par de jeunes filles qui cueillaient les feuilles sans utiliser leurs mains afin de préserver leur pureté. Bien que ces récits manquent de preuves solides, ils illustrent comment le thé était autrefois considéré non seulement comme une boisson, mais aussi comme un symbole rituel de raffinement et de culture élitiste dans la société ancienne. Numéro 7. La Chine bloque tous les réseaux sociaux étrangers. La Chine fonctionne sous l'un des systèmes politiques les plus centralisés au monde. Avec une population dépassant 1,4 milliard d'habitants, le pays est gouverné par le Parti communiste chinois, qui agit comme un parti unique sans parti d'opposition ni élection nationale de type occidental. Les grandes politiques sont planifiées au niveau central et mises en œuvre progressivement par les autorités provinciales et locales dans tout le pays. Xi Jinping occupe actuellement 3 fonctions clés simultanément: secrétaire général du Parti communiste, président de l'État et président de la Commission militaire centrale. Le fait de détenir ces rôles en même temps concentre une autorité importante au sein d'un même noyau dirigeant, ce qui conduit souvent les analystes à décrire le modèle de gouvernance chinois comme hautement centralisé par rapport au système multipartite. Cette structure devient particulièrement visible dans le domaine numérique. De nombreuses plateformes mondiales, telles que Facebook, Instagram, X, Google et YouTube, sont inaccessibles en Chine continentale. Les autorités expliquent ces mesures comme nécessaires pour gérer le flux d'informations, protéger la cybersécurité nationale, maintenir l'ordre social et réguler les contenus politiquement sensibles provenant de l'étranger. Au lieu des réseaux étrangers, la Chine a construit un puissant écosystème numérique national. WeChat combine messagerie, réseau social, paiement, achat, services de transport et même services gouvernementaux dans une seule application. Baidu fonctionne comme un moteur de recherche majeur, tandis que Weibo sert de grande plateforme de médias sociaux et de partage d'actualités comparable à ses équivalents occidentaux. Les comptes en ligne nécessitent généralement une vérification d'identité avec le nom réel, reliant directement le comportement numérique à des identités vérifiées. Les contenus qui enfreignent les règles peuvent entraîner des avertissements, la suspension de compte, une visibilité limitée ou un examen administratif supplémentaire. Les personnalités publiques, les entrepreneurs et les influenceurs sont également soumis à des mécanismes de supervision similaires. Les partisans affirment que cette approche contribue à maintenir l'ordre en ligne, à réduire la désinformation et à préserver la stabilité sociale globale. Les critiques estiment qu'elle limite l'accès libre à l'information mondiale et à la diversité des points de vue. Même sans plateforme internationale, la vie numérique quotidienne en Chine reste très active, efficace, rapide et profondément intégrée aux habitudes quotidiennes de communication, de commerce et de divertissement. Numéro 6. Destination touristique en Chine. La première est la Grande Muraille, l'une des plus grandes structures militaires jamais construites. S'étendant sur plus de 21 000 km, cet immense système de défense protégeait autrefois la Chine ancienne, reliant les provinces depuis la côte orientale jusqu'aux frontières occidentales à travers de vastes paysages. Des sections célèbres comme Badaling, Mutianyu et Jinshanling s'élèvent le long de crêtes montagneuses spectaculaires, formant des panoramas saisissants qui changent au fil des saisons.
En automne, les forêts environnantes se parent de teintes rouges et dorées, donnant à la muraille l'apparence d'un gigantesque dragon serpentant à travers des collines enflammées. Les visiteurs peuvent marcher le long d'anciens chemins de pierre, grimper autour de guets pour admirer de vastes vues panoramiques, ou participer à des visites guidées en soirée qui font revivre avec intensité son histoire et ses prouesses d'ingénierie. Vient ensuite le palais du Potala, symbole spirituel et politique du Tibet depuis des siècles. Dressé au sommet de la colline rouge au centre de Lhasa, il servait autrefois de résidence et de centre administratif aux Dalai Lama successifs. Le palais se situe à une altitude de plus de 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa structure en terrasse s'intègre à la montagne, avec d'épaisses murailles de pierre et des toits caractéristiques du style tibétain. Les voyageurs gravissent de longs escaliers vers le sommet, en passant devant des drapeaux de prière colorés et des fresques historiques tout au long du parcours. Les visites matinales sont particulièrement spectaculaires, lorsque la lumière du soleil illumine la façade rouge et blanche d'une lueur dorée éclatante. À l'intérieur, les visiteurs explorent souvent des salles sacrées, observent des statues finement sculptées et font tourner silencieusement les moulins à prière aux côtés des fidèles locaux, dans une atmosphère paisible. Enfin, la vieille ville de Lijiang, dans la province du Yunnan, offre une atmosphère totalement différente. Reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine culturel mondial, elle est célèbre pour ses maisons en bois préservées, ses tuiles grises couvertes de mousse et son charmant réseau de canaux traversant des ruelles pavées de pierre. La beauté de Lijiang réside dans son rythme paisible et son caractère intemporel. Les voyageurs peuvent parcourir à vélo des ruelles étroites, déguster du thé aux fleurs séchées dans des cafés au bord de l'eau, découvrir des objets artisanaux dans les boutiques locales ou visiter le marché du soir pour écouter de la musique traditionnelle Naxi jouée en direct. Au coucher du soleil, gravir la colline du Lion offre une vue panoramique sur les lanternes rouges illuminant toute la vieille ville, créant une scène de voyage véritablement inoubliable et digne d'un film. Numéro 5. Destination touristique mystérieuse en Chine. L'ancienne cité de Fengdu, située à Chongqing, est un complexe architectural spirituel remontant à la dynastie Han. Selon le folklore, elle représente l'au-delà, un royaume symbolique où les âmes voyagent après avoir quitté le monde humain. Sur le site se dressent des statues de démons, des temples inspirés de visions de l'enfer et le célèbre pont du non-retour, que les visiteurs doivent traverser dans le cadre de l'expérience. L'architecture mêle croyances bouddhistes, taoïstes et confucéennes, reflétant les visions anciennes du karma, du jugement et de la réincarnation. Pendant des siècles, Fengdu fut considéré comme une porte sacrée entre les mondes. Aujourd'hui, il s'est transformé en destination culturelle unique, attirant des voyageurs curieux de mythologie, de spiritualité et de cosmologie traditionnelle chinoise. Dans les montagnes Qinling, près de Xi'an, d'énormes monticules en forme de pyramide s'élèvent silencieusement dans le paysage. De nombreux historiens pensent qu'il s'agit de tombes impériales construites pour les empereurs des dynasties Qin et Han. Principalement composées de terre et de pierre à une échelle immense, la plupart restent scellées et largement inexplorées. Recouvertes d'herbes et d'arbres, elles ressemblent davantage à des collines naturelles qu'à des monuments créés par l'homme. Des lois strictes de préservation et des politiques archéologiques limitent l'accès à ces sites, alimentant les spéculations sur les trésors ou secrets historiques qui pourraient encore être enfouis en dessous. Le mystère entourant ces pyramides continue de fasciner chercheurs et voyageurs. Plus au nord, le lac Tianqi couronne le mont Shanghai dans la province du Jilin. Formé à l'intérieur du cratère d'un volcan éteint, le lac se situe à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et couvre environ 9 km². Entouré de sommets abrupts et de brumes flottantes, il offre un paysage spectaculaire et presque irréel. Ce qui renforce le mystère du lac Tianqi, ce sont les témoignages persistants parlant d'une créature mystérieuse qui habiterait ces eaux. Certains témoins affirment avoir aperçu une grande forme se déplaçant sous la surface, évoquant le monstre du Loch Ness. Bien qu'aucune preuve scientifique ne confirme ces observations, la légende continue d'attirer l'attention des médias et des visiteurs aventureux. Dans le désert du Kumtug, au Xinjiang, se trouve Mojichang, également appelée la ville des fantômes. Ce terrain rocheux a été façonné par des milliers d'années d'érosion éolienne, créant des formations imposantes qui ressemblent à des bâtiments abandonnés. Après le coucher du soleil, les voyageurs disent souvent entendre d'étranges sons, semblables à une musique lointaine, des murmures ou des échos rappelant des moteurs, malgré le silence du désert. Les scientifiques suggèrent que les vents interagissant avec les formations rocheuses pourraient produire ces acoustiques inhabituelles.
Pourtant, cette atmosphère inexpliquée maintient la légende vivante. Mojicheng demeure une destination fascinante pour les explorateurs en quête à la fois de merveilles géologiques et de mystères. Numéro 4. La cuisine la plus diversifiée du monde. La cuisine chinoise est souvent considérée comme l'une des traditions culinaires les plus riches et les plus variées au monde, façonnée par des milliers d'années d'histoire, de géographie et de culture régionale. Des banquets impériaux raffinés, aux marchés nocturnes animés, la diversité des saveurs, des ingrédients et des techniques de cuisson est véritablement remarquable. L'un des plats les plus emblématiques est le canard laqué de Pékin. Apparu sous la dynastie Yuan, cette spécialité est célébrée pour sa peau parfaitement croustillante, sa viande tendre et son élégante présentation. Le canard est soigneusement mariné, séché à l'air libre, puis rôti dans un four spécialisé jusqu'à ce que la peau devienne brillante et dorée. Il est traditionnellement découpé à table et dégusté avec de fines crêpes, des oignons nouveaux, des bâtonnets de concombre et une sauce sucrée aux haricots. Au-delà de son goût délicieux, le canard de Pékin symbolise le raffinement de l'art culinaire impérial chinois. Les nouilles wonton sont une autre spécialité très appréciée, particulièrement populaire dans le Guangdong et à Hong Kong. Les nouilles sont préparées à partir d'une fine pâte de blé, tandis que les wontons sont de délicates ravioles garnies de crevettes ou de porc assaisonné. Elles sont servies dans un bouillon clair, mijoté pendant des heures à partir d'os de porc ou de poulet, créant une saveur légère mais profondément réconfortante, adaptée à tous les âges. Ce plat représente l'équilibre et la subtilité typiques de la cuisine du sud de la Chine. Dans les restaurants modernes et les maisons de dim sum, les brioches au jaune d'œuf salé ont gagné une grande popularité. Ces brioches douces et moelleuses renferment une crème dorée fondante préparée à partir de jaune d'œuf salé. Lorsqu'on y mord délicatement, la garniture s'écoule doucement, mêlant douceur et richesse légèrement salée, ce qui fascine aussi bien les habitants que les visiteurs internationaux. Cependant, la cuisine chinoise est aussi célèbre pour des plats qui surprennent les visiteurs. Le tofu fermenté, souvent appelé tofu malodorant, est courant dans des villes comme Changsha et Shanghai, et fermenté pendant plusieurs jours pour développer son arôme puissant avant d'être frit ou cuit à la vapeur. Bien que l'odeur soit intense, beaucoup décrivent l'intérieur comme crémeux et étonnamment savoureux. Un autre plat controversé est le tongzidang, originaire de Dongyan dans la province du Zhejiang. Ces œufs sont bouillis puis longuement mijotés dans de l'urine recueillie auprès de jeunes garçons, une tradition vieille de plusieurs siècles que certains habitants considèrent bénéfique pour la santé. Pourtant, cette préparation soulève des questions éthiques et sanitaires pour de nombreux étrangers. Le vin de serpent est une autre spécialité traditionnelle qui surprend souvent les visiteurs. Des serpents entiers, parfois venimeux, sont plongés dans un alcool fort. On pense qu'il améliore la vitalité et la circulation, bien que la présence du serpent conservé dans la bouteille laisse souvent les touristes à la fois curieux et mal à l'aise. De quel côté êtes-vous? Si vous préférez les saveurs classiques, écrivez le numéro 4 en commentaire. Si vous osez goûter les spécialités les plus audacieuses, écrivez le numéro 3. Numéro 3. Festival fascinant en Chine. Le Nouvel An lunaire, également appelé Fête du Printemps, est la fête la plus importante et la plus largement célébrée en Chine. Il marque le début de l'année du calendrier lunaire et tombe généralement entre la fin janvier et la mi-février. Cette fête est profondément ancrée dans les valeurs familiales. C'est un moment de retrouvailles, d'hommage aux ancêtres et de partage de vœux de prospérité, de bonheur et de paix. Dans les jours précédant la célébration, les familles nettoient soigneusement leur maison afin de chasser la malchance, décorent les portes avec des couplets rouges symbolisant la fortune et préparent des plats spéciaux. Pendant les festivités, les rues s'animent de danses du lion et du dragon, de feux d'artifice, de lanternes rouges et d'échanges d'enveloppes rouges contenant de l'argent pour les enfants et les aînés. Cette période est également connue comme la plus grande migration humaine annuelle au monde, car des centaines de millions de personnes traversent le pays pour rentrer chez elles. Une autre célébration importante est la fête de la mi-automne, organisée le 15e jour du 8e mois lunaire. Associée à la pleine lune et aux retrouvailles, elle symbolise l'harmonie et la plénitude. Les familles se réunissent pour partager des gâteaux de lune, boire du thé et admirer ensemble la lune lumineuse. Les enfants portent des lanternes colorées, tandis que les adultes participent à des spectacles culturels et à des événements communautaires. La fête est également un moment pour exprimer sa gratitude envers les parents, honorer les ancêtres et envoyer des vœux chaleureux à la famille et aux amis. La fête des lanternes, appelée Yuan Xiao, a lieu le 15e jour du premier mois lunaire et marque la fin des célébrations du Nouvel An.
Les villes et les villages exposent des lanternes éblouissantes, de formes et de tailles variées. Les activités comprennent la résolution d'énigmes sur les lanternes, l'observation des danses du dragon et parfois le lâcher de lanternes célestes. Les gens mangent des boulettes de riz sucrées appelées Tongyuan, symbole d'unité et de rassemblement familial. La fête des bateaux dragons, connue sous le nom de Duanwu, se déroule le 5e jour du 5e mois lunaire. Elle commémore Qiyuan, un poète patriote de la période des royaumes combattants. Les courses de bateaux dragons en sont l'attraction principale, accompagnée de la tradition de manger des zongzi, des boulettes de riz gluants enveloppées dans des feuilles de bambou. Les habitants accrochent également de l'armoise et portent des talismans protecteurs, croyant que ces coutumes apportent la santé et éloignent la malchance. Numéro 2. Coût de la vie en Chine. Les dépenses quotidiennes en Chine varient considérablement selon la ville et le mode de vie choisi. Entre les mégapoles mondiales et les petites villes provinciales, l'écart de coût peut être important et influencer directement votre budget mensuel. Dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai, la location d'un appartement d'une chambre coûte généralement entre $600 et $900 par mois, surtout dans les quartiers centraux, proches des zones d'affaires et des lignes de métro. En revanche, dans les villes plus petites ou dans les provinces moins développées, un appartement similaire peut coûter entre $150 et $350 par mois, ce qui convient parfaitement à ceux qui souhaitent économiser de l'argent ou profiter d'un environnement local plus calme. Les services comme l'électricité, l'eau et l'Internet restent généralement abordables. Les dépenses alimentaires sont relativement raisonnables. Si vous cuisinez à la maison et faites vos courses dans les supermarchés ou les marchés traditionnels, les dépenses mensuelles pour les produits alimentaires se situent généralement entre $230 et $280. Les légumes frais, le riz, les nouilles, la viande et les fruits de saison sont largement disponibles à des prix compétitifs. Manger au restaurant reste également économique. Un repas simple dans un restaurant décontracté coûte souvent entre $3 et $7, tandis que les restaurants de gamme moyenne restent accessibles pour les occasions spéciales. Cela permet aux habitants de découvrir la diversité des cuisines régionales sans trop dépenser. Les transports publics dans les grandes villes sont modernes, étendus et efficaces. Les lignes de métro et les bus circulent fréquemment et respectent les horaires. Avec seulement $15 à $20 par mois, il est possible de se déplacer facilement sans posséder de voiture, ce qui réduit les dépenses globales de la vie quotidienne. Les abonnements à une salle de sport coûtent généralement entre $30 et $50 par mois et donnent accès à des équipements modernes ainsi qu'à des cours collectifs. Dans l'ensemble, le coût total de la vie en Chine se situe généralement entre $880 et $1 800 par mois, selon l'emplacement, le logement choisi et les habitudes de dépenses personnelles. Numéro 1. Conseils importants pour voyager en Chine. La Chine est une destination fascinante, connue pour ses paysages variés, son riche héritage culturel et des milliers d'années d'histoire. Cependant, pour garantir un voyage agréable et sans difficulté, plusieurs éléments importants doivent être préparés avant et pendant votre séjour. Dans la plupart des cas, les voyageurs internationaux doivent demander un visa avant d'entrer en Chine. Le processus de demande peut prendre de plusieurs jours à environ une semaine. Il est donc conseillé de préparer soigneusement les documents, notamment un passeport valide, des photos, un itinéraire de voyage et une preuve de capacité financière. Pendant votre voyage, gardez toujours votre passeport original avec une copie, car les hôtels et les autorités locales peuvent demander une pièce d'identité. L'accès à Internet est un autre point essentiel. De nombreuses plateformes internationales sont restreintes. Si vous avez besoin de certaines applications mondiales, installez un VPN fiable avant votre arrivée. Il est également fortement recommandé de télécharger des applications locales comme Dianping pour les avis de restaurants, Baidu Maps pour la navigation et surtout Alipay ou WeChat Pay pour les paiements quotidiens. Ces plateformes permettent désormais de connecter des cartes bancaires internationales. Mais l'activation doit être effectuée à l'avance. Bien que les paiements numériques dominent, avoir un peu d'argent liquide reste utile, en particulier dans les zones rurales ou les marchés traditionnels. Échangez votre argent dans les aéroports, les banques ou des bureaux de change réputés afin d'éviter les taux défavorables. L'anglais n'est pas couramment parlé en dehors des grandes villes. Apprendre quelques phrases simples en mandarin ou utiliser des applications de traduction comme Google Translate ou Pleco peut grandement faciliter la communication. Enregistrer l'adresse de votre hôtel en caractères chinois ou garder une carte de visite avec l'adresse est extrêmement utile lorsque vous prenez un taxi ou demandez votre chemin.
Il est également pratique de transporter des mouchoirs en papier, car de nombreuses toilettes publiques n'en fournissent pas. Enfin, bien que le système de transport chinois soit moderne et efficace, le volume de voyageurs domestiques devient énorme pendant les fêtes, comme le Nouvel An lunaire et la fête nationale. Planifiez à l'avance, réservez vos billets tôt et évitez les périodes de pointe lorsque cela est possible. Nous venons maintenant d'explorer 15 aspects remarquables de la Chine. Pourtant, ce vaste pays conserve encore d'innombrables histoires qui n'attendent que d'être découvertes. Spero davvero che il video di oggi ti sia piaciuto. In tal caso, ricordati di mettere mi piace e di iscriverti al canale così non perderai i prossimi contenuti entusiasmanti. Il tuo supporto è fondamentale e ci permette di continuare a creare video sempre migliori. Guarda anche il prossimo video che vedi sullo schermo, sono certo che sarà di tuo gradimento. Lascia pure un commento indicando il paese che vorresti vedere esplorato in futuro. Grazie di cuore per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.